Bonjour tout le monde. Au moment d'enregistrer ceci, le monde du hockey est en berne. On vient d'apprendre aujourd'hui le décès de monsieur Henri Richard, surnommé le Pocket Rocket, le Rocket de poche, alors que son frère était Maurice Richard, le Rocket. Il était le format miniature de son frère. Et donc, j'ai décidé d'orienter à la dernière minute le Pro-Choc culturel à son honneur. Henri Richard, qui est détenteur d'un record qui ne sera, j'ose avancer, jamais battu. Il a accumulé 11 Coupes Stanley comme joueur seulement. C'est impossible que ce record-là soit battu jamais. Avoir une Coupe Stanley à l'ère d'aujourd'hui comme joueur, c'est déjà phénoménal. Il y en a 11. C'est pas peu dire quand même de pas avoir assez de doigts de ses deux mains pour mettre toutes ses bagues de la Coupe Stanley. C'est absolument ahurissant. C'est une légende du hockey, pas juste du Canadien de Montréal. Son numéro est retiré depuis belle lurette. Et c'était vraiment l'inspiration d'une génération complète. Et il a vraiment su sortir de l'ombre de son frère, qui était une figure là, qui relevait du mythe, Maurice Richard. Henri Richard n'a pas 11 Coupes Stanley par hasard. C'était un travaillant, un petit joueur rapide qui se laissait franchement pas intimider. Donc, à sa mémoire, j'ai déniché quelque chose au Pro-Choc culturel qui est assez que j'ai trouvé assez sympathique. Je sais pas si vous savez, mais il y a des joueurs qui des joueurs qui l'ont mentionné ici au podcast. À l'époque, les joueurs du Canadien, puis même les équipes après là, que Henri a arrêté de jouer, il y avait une brasserie Henri Richard sur l'avenue du Parc. Il y avait une grosse façade, là, puis il y avait même un genre de gros genre de mural avec son frère puis lui dessiné du Canadien. Il y avait une brasserie, la brasserie Henri Richard, sur l'avenue du Parc, et c'est là que tous les joueurs se réunissaient dans les années 60, 70, jusqu'à la fermeture de la brasserie en 86. Et j'ai retrouvé ça, et il y a et là je vous invite à aller regarder au Pro-Choc culturel. Il y a un reportage de l'année 86 qui est sur YouTube. Il faut taper, c'est la CBC qui a fait ça s'appelle Henri Richard. Henri Richard's Tavern closes in 1986. Donc, c'est juste d'écrire ça au complet. Henri Richard's Tavern closes in 1986 sur YouTube. Et c'est le dernier journaliste, en fond, qui est allé faire un reportage là-dessus avant que ça ferme. Et donc, un peu sur l'histoire, qui était vraiment un genre de... C'était un staple à Montréal, la brasserie Henri Richard. Il y a des touristes qui faisaient des détours pour aller là. Si tu rentrais, c'était un genre de musée, les bâtons au plafond, toutes les jerseys de sa dernière game, tout ça. Et là, il y a un genre de mini-reportage qui fait un peu le topo là-dessus au moment où ça a fermé. Donc, ouais, je vous invite en l'honneur, à la mémoire d'Henri d'aller voir ça, parce que oui, il était connu comme joueur de hockey, mais il y avait aussi sa taverne sur l'avenue du Parc qui était aussi extrêmement connue. Je pense que c'est qui en parlait, qui nous disait, Yvon Lambert, je pense, qui nous disait que les gars allaient tout le temps boire une bière là, les Français, les francophones, les anglophones. Et donc, bref, allez checker ça sur YouTube. Pro-Choc culturel. Rest in peace, Henri. Ce qui m'amène maintenant à l'épisode d'aujourd'hui, épisode que j'avais pratiquement oublié, parce que ça fait... Vous savez, des fois, il y a des longs écarts entre les enregistrements et la diffusion. Et lui, c'est un épisode qui date de plus d'1 an, et surtout qui a été enregistré dans un contexte assez particulier. J'ai enregistré cet épisode-là en Australie. Hop. Eh oui, donc il remporte de loin la palme de l'épisode enregistré le plus loin de Montréal. Détrônant ici les épisodes en Suède, parce que j'ai été il y a 1 an, février 2019, voir ma sœur qui habite en Australie, qui était là depuis 4 ans. Ma sœur est en train de finir son postdoc à ce moment-là, donc c'était comme elle savait que ça achevait, et comme c'était pas assez de faire un doctorat, décidé d'accoucher en même temps d'accoucher d'une thèse, d'accoucher de son premier enfant, une petite fille en santé qui me rend complètement dingo. Alors Et donc je me suis timé pour aller la voir plusieurs semaines en Australie et d'être là pour l'accouchement, tout ça. C'est ce qui est arrivé. Et juste avant que je parte, je pense début 2019, j'ai comme eu vent que Benjamin Brault est là. Flashback de Pro-Choc culturel, à l'époque où je vous avais parlé du documentaire Junior. Et si vous l'avez pas pris en note au passage, allez voir ce documentaire-là, qui date milieu des années 2000, 2005, je pense, qui suivait le Drakkar de Bécomo pendant une saison, sans montrer aucune scène de hockey. C'est vraiment un documentaire sur les coulisses du hockey junior. Et Benjamin Brault était un des personnages principaux là-dedans, qui était en fait le joueur un peu étoile qui était dans son année de repêchage. Et donc Benjamin Brault, moi, oui, évidemment, ça avait marqué mon imaginaire à cause du documentaire, mais lui, il avait eu une solide carrière junior major. Il avait fini, je pense, à Québec et tout ça. Et
Mais évidemment, là, comme la plupart des joueurs, après ça, tu sais pas qu'est-ce qu'ils deviennent, là, parce que la plupart ne jouent pas dans la Ligue nationale. Et lui, j'ai eu vent qu'il jouait en Australie. Puis j'étais comme, wow, c'est parce que là, je m'en vais là. Et donc, j'ai pris contact avec lui. Lui, en fait, était à Perth, qui est dans l'Ouest. Et donc, moi, ma sœur était à Adélaïde, qui est à peu près au centre-sud, et Sydney, qui est plus Melbourne, plus du côté Est. Et donc, j'allais pas à Perth, c'était vraiment loin. C'était comme c'était un autre vol interne de plusieurs heures et c'était comme impossible dans mon parcours. Et il était très gentil. Benjamin m'a mis en contact parce que moi je faisais Sydney, Melbourne et Adélaïde dans mon court périple. Et il m'a mis en contact avec un ami qui s'appelle Maxime Langelier-Parent, qui a joué dans la Ligue américaine, qui a joué à McGill, et qui habite maintenant à Melbourne. Sa femme est néo-zélandaise. Et lui est impliqué dans le hockey là-bas. Parce que, by the way, oui, il y a une ligue de hockey professionnelle. Je sais pas si il la considère pro ou semi-pro, mais bref, je pense que c'est professionnel, là, en Australie. Et donc, les deux jouent là. Benjamin, lui, a vraiment refait sa vie là-bas. Il est marié, ou est-ce qu'il était fiancé, si je me trompe pas. Il a rencontré sa blonde là-bas. Il a ouvert une école de hockey. Lui, c'est vraiment, sa vie est vraiment en Australie maintenant. Ça faisait, je pense que ça fait, au moment d'enregistrer ceci, ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'il est pas revenu au Québec. Donc, c'est vraiment loin, l'Australie, là. C'est pas l'Europe, là. Tu peux pas faire un petit in and out. C'est vraiment un genre de 13-14 heures de décalage horaire, le voyagement. C'est vraiment l'autre bout de la planète, exactement, là. Tu sais, rendu là, passe d'un bord ou de l'autre, ça fait pas de différence. Donc, bref, il m'a mis en contact avec Maxime Langelier-Parent, avec qui j'échangeais sur les réseaux sociaux, puis mon périple avançait, puis je faisais Sydney, puis après ça, j'allais à Melbourne avant de rentrer à Adélaïde, et j'avais comme pas encore réussi à le rejoindre, et juste à la dernière minute, il m'a répondu, il m'a dit, OK, parfait, viens-t'en au bureau. Lui, il travaille dans un établissement de finances, si je me trompe pas, là, ou en tout cas, oui, c'est ça, exactement. Et donc, je suis allé au centre-ville de Melbourne, et j'avais, tout le long de mon périple, des petites enregistreuses et des micros dans le fond de mon sac, au cas où. Je me promenais là-dedans avec ça dans les auberges de jeunesse, comme un fou braque. Et donc, voilà. Donc, il a eu la gentillesse de nous recevoir. Il a dit, viens-t'en. C'était comme bizarre, là, comme le Québécois qui écrit puis qui débarque à son bureau à Melbourne. Mais merci, Maxime. C'est comme quoi, on sait jamais où est-ce que... C'est plus moi qui cherche les épisodes de Dreadful Tape, c'est les épisodes de Dreadful Tape qui viennent me chercher et qui m'aspirent dans l'univers parallèle du hockey. Donc voilà, je sais j'ai beaucoup parlé, mais je vais vous laisser avec ça. On a enregistré ça autour du 19 ou 20 février 2019, donc déjà plus d'1 an. J'arrive pas à savoir si c'est 19 ou le 20 parce que mon horaire, je sais pas s'il me donne l'heure selon l'Australie ou Montréal, donc 19 ou 20 février que ça a été enregistré. C'est pas mal ça. Ben oui, c'est ça, l'Australie, ça, je vous ai dit ça. Bon, parfait. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment ça. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais by the way, l'Australie, vous avez la chance. Allez-y, là, c'est vraiment spécial parce qu'en fait, ce qu'il faut que je mentionne aussi, grosse remise en contexte, c'est que depuis que je suis allé, à moins que vous habitez en dessous d'une roche, ça a un peu pété en Australie, dans le sens que les feux ont été absolument dévastateurs là, à partir de l'automne dernier. Et moi, j'étais là vraiment un bon 6, 7, 8 mois avant ça. Et ma sœur a quitté l'Australie à l'automne pour aller vivre en Belgique, faire un postdoc. Donc, on était très chanceux là, dans le contexte d'éviter vraiment ça, parce que si, mettons, ça avait été cette année, ça aurait été un contexte complètement différent. Donc, bref, ouais, c'est juste pour remettre en contexte. C'était vraiment avant les incendies que l'on connaît. Donc, voilà. Son nom est Maxime Langelier-Parent. Je le rappelle, si vous voulez, le Hockey DB ou le Elite Prospect. Et donc, ouais, c'est assez drôle, là, la Ligue australienne, vous allez voir. Il y a des patinoires qui ont dû fermer parce que c'était trop chaud, puis ça en tout cas, bref. Donc, moi, ma soeur, en passant, était à Adélaïde, s'il y en a qui ont des questions. C'est une région très connue pour le vin et tout ça. Donc, comme s'il y en a qui avaient des mains levées, invisibles, que j'imagine dans ma tête, parce que vous écoutez ça en faisant quelque chose. Alors, le voilà, l'avant-dernier, oui, ça approche, l'avant-dernier épisode de la saison actuelle. Voici directement de Melbourne, Australie, Maxime Langelier-Parent. Dreadful Tape avec David Bocage. Alors, je pensais pas faire un podcast en Australie, pour être honnête, je pensais que j'étais en vacances.
Mais non, il y a tout le temps quelqu'un qui joue au hockey quelque part dans le monde, apparemment. Même en Australie, je suis avec Maxime Langelier, parent. Ça va, Maxime? Très bien, merci. Je vais te rencontrer. Oui, moi aussi, c'est réciproque. Je remercie d'ailleurs d'entrée de jeu Benjamin Brault, qui est responsable pour cette rencontre. C'est lui que j'avais contacté. D'abord, en fait, j'ai appris par hasard qu'il était en Australie, puis lui, il est à Perth, c'est à la côte ouest. Correct. Correct? Ouais. Correct dans le sens que... C'est un beau spot. Ouais, okay, c'est ça. Correct. Mais non, c'est ça. Finalement, je suis à Melbourne en ce moment, puis je suis passé à Sydney. Tu sais, ma soeur, vu qu'elle était à Adélaïde, je suis comme un peu dans le coin, là, c'est moins loin, mettons. Puis je suis avec Maxime, qui est un peu impliqué, qui était un ancien joueur de hockey, mais est encore impliqué dans le hockey. J'ai l'impression que c'est juste moi qui parle depuis le début. Qu'est-ce qui t'amène à Melbourne? Parce que tu as quand même joué pro en Amérique du Nord, tout ça. Vas-y, raconte-moi ça. Comme tu le fais. Quand j'ai fini ma dernière saison, j'ai joué en France, puis j'avais discuté un peu avec des équipes en Australie de venir jouer, juste pour finir un peu ma carrière. Une expérience différente, un peu comme beaucoup de gens font maintenant. Il y a beaucoup de joueurs chaque équipe a droit à 4 joueurs importés. Donc j'avais décidé que j'allais venir en Australie. Ça a changé un peu. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai signé un agreement pour faire un stage avec le Lightning. Ouais. J'ai dû canceller de venir en Australie jouer, mais on avait déjà booké nos vols pour venir visiter la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc ma copine et moi, on est partis au mois d'avril, début avril en 2016, à la fin de ma dernière saison. Puis on a passé un mois et demi à la place de venir jouer. On a dit, bon, avant que mon stage commence, on va venir visiter. On avait déjà booké les billets pour venir ici. On va visiter la Nouvelle-Zélande pendant un mois et demi. Puis on va visiter l'Australie pendant un autre mois et demi. Ça donne 3 mois de voyage. Comme tu dirais, correct. Oui, c'est une belle expérience. Ouais. Vraiment, c'est incroyable. Ça nous donnait le temps un peu de voir un petit peu de tout. Ouais. Donc c'est ça, on a passé un mois et demi en Nouvelle-Zélande. Après ça, un mois et demi en Australie. Je suis parti pour mon stage, mais on avait vraiment adoré Melbourne. Melbourne, c'est un peu une ville qui t'offre un petit peu de tout. C'est comme une grosse ville, mais qui a plus un feeling d'une petite ville. Ouais. T'as la plage, c'est grand. T'as beaucoup d'opportunités au travail. Donc, très différent de Sydney aussi, quand même. Très différent de Sydney. Très, très différent de Sydney. Ça ressemble plus à Montréal, je dirais. Puis tu dirais que Sydney, c'est plus comme un Toronto. Si on fait une comparaison. Sauf l'aspect être sur le bord de l'eau. Exactement. Avec la plage à 45 degrés. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire, ouais. Donc, c'est ça. Donc, Melbourne, tu l'avais déjà dans la main. Ouais, moi, j'ai vraiment aimé Melbourne. On est resté ici plus longtemps, dans le fond. Ta blonde, t'as pas dit qu'elle venait de la Nouvelle-Zélande, justement? Ouais, ma blonde venait de la Nouvelle-Zélande. Elle visitait la Nouvelle-Zélande, c'était juste pour elle, à la la maison. Nouvelle-Zélande, c'était plus moi, en vérité, ça faisait 4 ans déjà qu'on était ensemble, rencontrer sa famille. Okay. La majorité de sa famille avait son père et sa mère qui étaient avec elle à Montréal, mais le restant de sa famille était en Nouvelle-Zélande. Donc, ça m'a permis de rencontrer la famille. Pour ça, on visite l'Australie. Elle a un frère en Australie aussi, sur la côte est à Brisbane, rencontrer son frère. Moi, je suis parti pour mon stage. Elle est restée ici parce que je m'en allais à Tampa Bay, donc ça ne servait à rien de revenir à Montréal pour elle. C'était combien de mois, ton stage? Mon stage, était 3 mois. OK. Après mon stage, on a décidé que ça pourrait être intéressant pour nous d'essayer de vivre ici pendant peut-être 6 mois, 1 an. Puis c'est quand même facile pour les Canadiens d'avoir un visa de travail en Australie. Et surtout, toi, c'était il y a quelques années quand même, non? Ouais, là, c'est il y a 2 ans. Donc, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai changé. Là, en ce moment, je suis sur un partner visa qui appelle en Australie. Quand soit ton conjoint, ta conjointe vient de la Nouvelle-Zélande de l'Australie, il te donne un visa de 5 ans quand même assez facilement. OK, quand il vient de l'un ou l'autre. Ouais, okay. Il y a un arrangement. Donc, si tu viens de la Nouvelle-Zélande de l'Australie, tu peux vivre en Australie ou en Nouvelle-Zélande sans visa, sans rien. Parce qu'il y a depuis 2-3... Avant, c'était vraiment encore plus facile pour les Canadiens. Depuis 2-3 ans, il y a eu une dispute un peu Australie-Canada. Là, fait que maintenant, ça prend un visa. Mettons, tu peux pas juste venir en vacances ici. Ben, tu peux, je veux dire, ça prend vraiment pas longtemps à le faire, mais avant, tu venais juste directement. Puis maintenant, il faut que tu fasses un petit courriel à remplir. Ouais, t'as un 25 $ à payer pour un visa de voyagement. Ouais, c'est correct. Donc, mais pour les visas de travail, c'était pas pour les visas de travail, je veux dire, il a fallu que je remplace la même chose. Faut que je remplace de la paperasse, mais c'est quand même simple. Ça a pris plusieurs mois à l'avoir, mais c'était pas compliqué. C'était pas si compliqué que ça. Est-ce qu'il fallait que vous soyez mariés? Non, on n'est pas mariés, donc on a... mais ça faisait plus que... Je pense que ça doit faire plus que 3 ans où il y a certains requirements que tu dois remplir. Puis vous étiez ensemble depuis assez longtemps. Ouais, là, ça va faire quasiment 8 ans. Donc, ça va faire 4 ans dans ce temps. Bon, c'est sérieux, je Ouais.
Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis revenu après mon stage, puis depuis ce temps-là, on est en Australie. On s'est promené un peu au début, juste voyager, puis là, on est établi à Melbourne. Mais là, je vais juste mettre un petit pause sur l'aventure australienne parce que tu as quand même parlé d'un stage avec le Lightning. Quelques questions. Qu'est-ce que tu as fait chez Lightning? Comment tu as appliqué? C'est quoi la job? Je veux tout savoir. Fait que j'avais fini j'ai fait mon MBA. J'étais à McGill avant, puis après, quand j'ai joué dans la Ligue américaine, puis en Angleterre, j'ai complété un MBA. À la fin de mon MBA, je devais remettre ma thèse, puis je devais aussi un stage de minimum 2 mois à temps plein avec une compagnie. Tu fais choisir, peu importe. Moi, j'avais gardé contact avec Julien Brisebois, qui est aujourd'hui le GM du Lightning. Dans le temps, c'était l'assistant GM. Ouais. Puis Julien m'a offert un stage comme un business analyst, donc c'est un peu ça. Tu analyses le business, tu travailles beaucoup avec les données, des choses comme ça. Dans les données, justement, au niveau business ou plutôt au niveau hockey, au niveau... business, pas au niveau hockey. Donc, on parle d'administration. Correct. De revenus, Oui, exactement. Au niveau surtout l'information qu'ils reçoivent, qui sont capables de collecter des fans. Peu importe l'argent qu'ils dépensent quand ils sont dans les stades, le prix des billets, comment que ça l'affecte, la demande ou la psychologie du consommateur. Un peu savoir où certains changements qui ont été faits dans la dernière année qui n'ont pas nécessairement porté profit, puis aussi un peu comment est-ce qu'ils peuvent probablement offrir un service différent pour maximiser leur profit. Ça, c'est surtout ça. J'ai travaillé un peu sur le Lightning dans le temps, je ne sais pas s'ils vont le faire ou pas, mais essayer d'appliquer pour le Winter Classic. Donc, j'ai travaillé sur ce projet-là aussi. Qui est plus rare pour les équipes dans des climats chauds. Oui, exactement. Donc, eux, ce qui essayaient de se baser un peu, c'est sur ce qui se passait avec, je crois que c'était... Oui, Anaheim ou LA ou les Kings. Un des deux clubs avait hosté le Winter Games. Donc, il essayait de se baser un peu sur le climat qu'il y avait là-bas comparé en Floride ou plus spécifiquement à Tampa au courant de l'hiver. Travailler un peu sur ce projet-là. Donc, ça a été un 3 mois vraiment... C'était vraiment intéressant. C'était fun de pouvoir voir. Puis ils m'ont aussi offert la chance, des fois, de passer peut-être 1 heure ou 2 heures avec le côté plus hockey, donc statistique, analytique. Ouais. Tu te rends compte aujourd'hui comment les softwares font l'analyse complète du jeu, du vidéo sur la glace. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai eu des très bonnes opportunités c'était vraiment une expérience que j'ai appréciée. Toi, c'était-tu pour rentrer du côté business ou c'était une manière de te rentrer vers le hockey pour toi? Non, moi, c'était plus le côté business. Okay. J'ai toujours adoré le côté hockey, mais le but, c'est pour mon MBA de pouvoir un peu d'apprendre plus sur le côté business, administration de ce côté-là. J'aurais vraiment pas dit non à un poste côté hockey, mais non, c'était... C'est plus difficile que ça. C'est juste que, c'est plus difficile, puis t'as beaucoup de gens assez longs à je dirais, monter. Faut que tu sois prêt à passer plusieurs années à grinder, à voyager énormément. C'était pas nécessairement mon objectif, c'est pas nécessairement la carrière que je voulais au moment, mais non, c'est sûr que... Travailler pour le Lightning, habiter à Tampa, c'était pas plate? Non, c'était l'été. Il faisait très, très, très chaud quand je suis allé. Mais non, c'est vraiment une belle organisation. Les gens ont moins pitié de ça. Quand il fait 33, probablement que le taux d'humidité, ça va monter pour 40 des fois. C'est le fun, mais quand tu es habillé en habit à longueur de journée... Oui, à l'air climatisé. Il fait chaud quand tu sors dehors. Fait que ça, c'était l'été, t'as dit? Oui, j'ai fait... c'est un stage hors saison. C'est un stage hors saison. Okay. Ils font la majorité de tout ce qui est statistique, business, des analyses de business. Ils font majoritairement ça à la fin de leur saison. Mm-hmm. Puis au courant de l'été. Comme ça, ils se préparent pour la prochaine saison. Les services qu'ils offrent, des choses comme ça. Ouais. Puis anyway, moi, je jouais durant l'hiver. Donc, ça aurait été impossible pour moi. C'était à la fin de ma dernière saison. Donc, ça aurait été impossible de le faire durant la saison. Je comprends. Est-ce que tu es encore en contact avec Julien Brisebois? Oui, je veux dire, en contact, on se donne des nouvelles. Je veux dire, quand Julien a été nommé directeur général du Lightning, c'est sûr que j'ai pris le temps de le féliciter. Julien, c'est un gars très, très intelligent. On se garde en contact de temps en temps, mais c'est sûr que je garde un œil attentif au Lightning. Je pense que c'est une organisation qui fait un excellent job sur la glace, mais aussi hors de la patinoire. Je pense qu'il y a beaucoup de programmes en Floride en ce moment qui sont développés par le Lightning, qui sont vraiment bien faits pour développer le hockey là-bas. Ils font très bien. On est en février, là? On est en mi-février, puis ils ont comme 92 points. Ils ont quelques points d'avance sur la deuxième équipe dans la Ligue. Je pense qu'ils sont assurés d'avoir
sont assurés d'être en play-off au moment de la Saint-Valentin. Là. Comme mathématiquement assurés. Là, ça se peut. C'est absurde. Là. Je veux dire, Kucherov est en train de... Je pense que c'est le premier joueur à avoir plus que 90 points en 60 matchs depuis Mario Lemieux en 97. Là. Ça n'a aucun bon sens. Ouais, j'ai vu ça, je pense qu'il y avait 98 hier ou 99. Ouais, la joke, c'est il va-tu avoir 100 points avant le Lightning en tant que joueur, là, ce qui n'a pas de bon sens. Julien Brisebois, c'est un gars qu'on entend beaucoup parler un peu au Québec parce que les gens le suivent un peu. Il était un peu avec le Canadien, il était avec le Lightning, puis là, il a monté où est-ce qu'il voulait être, là, finalement, comme directeur général. Mais on le connaît pas beaucoup parce qu'il est très discret dans les médias. On le voit pas beaucoup. Il est pas... je sais pas comment dire. Il est pas comme Brian Burke, mettons, qui arrive et qui défonce plus les portes. Mais c'est un gars assez discret. C'est quoi qui fait que Julien... C'est quoi ses grandes qualités qui font que Julien Brisebois, en ce moment, il est non seulement directeur général, mais qui est un des meilleurs dans la Ligue? Selon moi, je pense que c'est un gars qui est très bien préparé. C'est jamais, il est jamais vraiment surpris, ou je pense vraiment une raison pourquoi ses émotions sont vraiment aussi contrôlées quand il arrive près d'une caméra. Il est préparé, il a un très bon sens, il sait où ce qui s'en va exactement. Il planifie ses moves à l'avance. C'est un gars, honnêtement, c'est un gars très, très intelligent, puis je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est que non seulement il est très intelligent, mais il travaille très, très fort, puis tout ce qu'il fait est planifié. Il sait où ce qui s'en va, il y a une direction, il sait où ce qui va amener l'équipe. Donc, non, je pense que tu regardes son cheminement, puis non seulement aujourd'hui, tu te dis, wow, il est très successful dans la Ligue nationale, mais si tu regardes son cheminement bien avant ça, la Ligue américaine, il a gagné avec Syracuse, il a gagné avec le Club École du Canada. Ouais, exactement. Puis les joueurs qui ont monté avec le Lightning, c'est lui qui les a préparés à Syracuse, puis avant ça même à Norfolk, quand ils sont allés sur une run de 28 victoires en ligne. Les Tyler Johnson et compagnie. Ouais, correct. So, c'est mon expression en anglais. Correct. Quand tu travailles chaque jour puis tu répètes le mot après 25 fois, on dirait que je l'utilise en français. C'est ton catchphrase. Ouais. Mais non, ça, pour revenir à Julien, non, c'est quelqu'un de très intelligent, très planifié, très organisé, puis il sait où ce qu'il veut amener l'équipe, puis je pense qu'il fait un rôle exceptionnel en ce moment. J'ai hâte de voir parce que le Lightning, ça fait comme une couple d'années qu'on se dit qu'ils vont gagner la coupe, puis là, ça fait une couple d'années qu'ils frôlent, là, sont passés proches, là, des Game 7, ça va d'un bord comme de l'autre, mais bien hâte de voir ça cette année parce que je vois pas vraiment, là, à moins qu'il y ait une avalanche de blessures ou je sais pas quoi, là, mais en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passe avec eux parce que ça va être difficile de déplacer. Je pense qu'il y avait une coupe de faiblesse avant. Je pense qu'au niveau de la défensive, peut-être un petit peu. Ils ont ajouté McDonough en fin de saison. JT Miller. Ouais, JT Miller. Ils ont ajouté des bons Chiarelli. Une coupe de Joseph une coupe de très bons attaquants de soutien qui vont permettre à des gars comme Kucherov, si les gars, c'est sûr que Kucherov, ils vont arriver dans les playoffs, il va y avoir quelqu'un sur lui 24 heures sur 24. Mais je m'attends à ce que les autres soient capables de performer aussi et de produire pour le club. Donc, comme tu dis. Quand t'as Braden Point, puis Stamkos, puis tu peux pas avoir un gars sur tout le monde. Non. Hedman, McDonough, Miller, Killorn. Ouais. C'est comme... Ça va vite, là, je trouve. Non, c'est sûr qu'ils ont un excellent club. Fait que c'est ça. Des pauses. Donc, l'Australie, c'était la parenthèse du Lightning. Ah, ben non, en fait, on n'a même pas fini, excuse-moi. Je sais même pas quand ça a fini, finalement, avec le Lightning. Qu'est-ce qui s'est passé, finalement, après ton 3 mois? Après mon 3 mois, je suis revenu ici. C'était pas quelque chose que tu voulais continuer? Ma copine était ici, elle avait déjà un travail. Moi, j'étais intéressé à quelque chose, business analyst m'intéressait, mais je commençais à me déplacer plus vers le côté des finances, ce que je fais aujourd'hui. Puis Melbourne est quand même un très gros marché au niveau mondial, comparé à Tampa, qui est peut-être beaucoup plus petit. C'est pas une grosse ville, puis c'est une ville en général plus de retraités ou une ville où le côté financier, ça bouge pas tant que ça. Snowbird. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est populaire, des jardins en Floride. Ouais, c'est vrai, ça a commencé, là. Ah, oui, il y en a. Prépare ta retraite, pas tu t'en iras là-bas. Ouais, non, c'est sûr. Mais non, c'est pour ça. Donc, puis j'avais envie d'une expérience différente, honnêtement. Okay. On avait déjà parlé avec ma copine de vivre en Australie. Donc, c'est dit, si on le fait, c'est le moment de le faire aujourd'hui. Ouais, en 21. C'est ça, exactement. Puis non, je regrette pas non plus. Puis, t'es arrivé ici, à la base, c'était pour jouer au hockey. Quand t'es venu la première fois, c'était comme joueur. On était supposé jusqu'à temps que j'ai mon stage. Ouais. Puis après ça, quand je suis revenu après mon stage,
Non, leur saison était finie, tout était fini. Parce qu'ici, les saisons, faut aussi pour les gens à Montréal, là, ou à Montréal, au Québec, c'est l'inverse de nous. Dans le sens que vos saisons... En fait, c'est que les saisons en Australie sont l'inverse. Là. En ce moment, on est en février, mais c'est l'été. Ouais. Puis donc, il n'y a pas de hockey. Mm-hmm. Donc, le hockey, il est pendant l'hiver, entre guillemets, mais qui, chez nous, est l'été. Ouais. Fait que dans le fond, c'est comme un peu, en tout cas, le monde à l'envers. Ça pour dire, quand tu es revenu la deuxième fois, c'était pas comme joueur, c'était comme... Non, j'avais pas joué, j'avais aucune intention en vérité Ok. de jouer. Moi, je voulais commencer ma carrière à l'extérieur. Ben, j'avais l'intention de commencer ma carrière à l'extérieur de la patinoire. Puis c'est juste à travers la personne qui m'avait contacté pour que je vienne jouer l'été avant que ça se finisse et que je parte mon stage. M'aurait écrit, je pense, au mois de novembre. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu aimerais ça aider les... On sait que peut-être t'es plus intéressé à jouer, mais coacher ou quelque chose comme ça. J'ai dit, pas de trouble, ça va me faire plaisir de coacher, d'aider un peu, tu sais, comme un plus comme un consultant, une chose comme ça. Ouais. Puis j'ai commencé ça. Les gars ont commencé à s'entraîner, aider un peu, développer pour les programmes pour les joueurs juniors. Puis on est arrivé au mois d'avril, puis il leur manquait un joueur import. Donc, Tiens. Donc, ils m'ont demandé pour si ça m'intéresserait de jouer. Puis ils m'ont aidé, ils m'ont donné un équipement, tout ça. Donc j'ai dit pas de trouble, je vais jouer pour la saison. C'est pas comme si tu avais besoin de te remettre. Au début, tu le perds plus vite que tu penses, honnêtement. Quand tu joues pas pendant un an complet, c'est surprenant à quel point tu perds tes réflexes un peu, mais non, ça revient vite. Je pense que. Surtout que c'était pas la Ligue nationale non plus. Je pense que. Non, exactement. Tu te débrouillais assez bien, je pense. Ouais, non, honnêtement, c'est surprenant comment il y a des bons joueurs. Tu n'avais pas comme 2 points par game ou quelque chose? Ouais, non, c'est sûr que c'est un peu au-delà de mes statistiques normales. Mais non, il y a plusieurs joueurs australiens qui sont quand même très surprenants. Mm-hmm. Ça m'a pris, honnêtement, les premiers 2-3 semaines, ça m'a pris un peu une certaine période d'adaptation à juste me remettre à juste la coordination, tout ça. Puis j'étais un peu surpris par le niveau, la vitesse, puis tout ça. Puis je pense que dans les derniers 5-6 ans, ça a beaucoup évolué. Donc, le hockey australien, définitivement pas ce que c'est en Amérique du Nord ou en Europe, mais c'est quelque chose qui se développe assez rapidement. Puis c'est sûr que ça va être intéressant dans le futur. C'est quoi le nom de la ligue? La AIHL, the Australian Ice Hockey League. OK. Puis, ouais, c'est bon. Puis, non, excuse-moi, j'allais dire, en fait, le hockey en Australie, en général... Non, c'est un point d'interrogation. Non, c'est un très petit marché. La seule chose qui arrive surtout avec ça, c'est que tu as beaucoup de Nord-Américains maintenant qui se sont déplacés, qui vivent maintenant en Australie. C'est ça. Donc, ce base un peu là de Nord-Américains a fait en sorte que le sport s'est développé beaucoup. Okay. Puis des sponsors qui sont venus pour supporter le sport. Le programme comme nous à Melbourne, on a le programme de Winter Olympics. Donc, ils ont développé une aréna. Je pense qu'ils ont mis 35 millions dans l'aréna. À Melbourne. À Melbourne. Mais là, ils sont en développé un autre de 40 millions à Adelaide. Donc, c'est ça. Et ça commence, puis beaucoup supporté par des anciens Nord-Américains qui maintenant vivent en Australie. Mais c'est un sport que de plus en plus les jeunes Australiens commencent à pratiquer, à essayer. Le problème demeure le même un peu que ce qui en est au Québec ou même en Amérique du Nord, c'est le coût. Ouais. Le coût de l'équipement est tellement élevé. Donc, pense à si en Amérique du Nord, à Montréal, CCM Bauer sont à Montréal ou aux alentours. Ici, le plus proche, c'est en Suède. Donc, quand tu as commencé, tu as pris ton équipement, tu l'as fait bâtir ou développer en Suède, tu l'envoies en Australie, le shipping est quand même très cher. Mm-hmm. Tout est pour tout, le coût il augmente encore plus qu'au Canada. Ça rend les choses difficiles pour développer le sport parce que ça coûte 1500, 2000 $ pour équiper ton jeune, donc c'est difficile pour les gens. Ouais. Puis il va grandir, puis il va falloir changer d'équipement. Les patins doivent changer à chaque année. Ah, c'est ça. Puis, c'est où que tu achètes l'équipement quand tu veux t'acheter l'équipement d'hockey en Australie? Il n'y a pas de Rousseau ici? Non, ils n'ont pas de Rousseau, ils n'ont pas encore commencé. Maudit qu'il ne voit pas à business. Non, c'est ça. Il voit pas la job. Surtout dans les arénas. Honnêtement, t'en as quelques-uns. Ouais, le Pro Shop de l'aréna. Souvent, les propriétaires des arénas ont des Pro Shop dans le building. Puis, souvent, ils représentent une marque spécifique. Fait que t'as CCM, qui est dans une aréna spécifique, Bauer, qui sont dans les 2 autres arénas.
Puis t'as des distributeurs de Warrior, puis je pense Bauer aussi a plusieurs distributeurs. Mais t'auras jamais un magasin. Très rarement tu vas avoir un magasin de sport avec du stock de hockey dedans. Je comprends. Fait que pour les gens qui veulent s'équiper, il faut vraiment, là, c'est un truc d'initié, là. Faut savoir. Faut aller à l'aréna. Ouais, carrément. Faut pas que l'aréna soit fermée. Non, c'est ça. Parce que quelqu'un m'a dit, cette semaine, qu'il y avait 3 arénas à Melba. Ils viennent d'en construire une qui est ouverte en octobre dernier. En tout cas, septembre-octobre l'an dernier. Fait qu'elle vient juste d'ouvrir. Puis ça, c'est la 3e ou 4e, ça? 3e. C'est la 3e. Puis la personne, c'est parce que moi, je suis dans un hostel, là, puis tu rencontres du monde à chaque seconde. Puis c'est quelqu'un qui m'a dit, un loco, c'est un gars de la place qui m'a dit, il y a 3 arénas, puis c'est pas beaucoup, là, 3 arénas, on s'entend? C'est pour une ville de combien de millions? Là? 4,5, 5 c'est millions. Ça. Ouais. Montréal, on est moins que ça, puis il y a comme une aréna au coin de rue. Mm-hmm. Il me dit, fait que, je sais pas si c'est vrai, il me dit, faut que tu choisisses quand tu joues, si tu joues l'été ou l'hiver. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas assez d'aréna, il n'y a pas assez de temps de glace pour tout le monde. T'es obligé, tu peux pas... ils n'ont pas le droit, à part... Quand ils sont très jeunes, ils peuvent. Jusqu'à peu près environ à l'âge de 16 ans, ils doivent faire le choix s'ils vont jouer l'été ou l'hiver. Les ligues compétitives sont, quand tu arrives senior, donc à l'âge de 18 ans et plus, c'est pendant l'hiver, mais la grande majorité des gens jouent seulement l'été. Parce qu'il n'y a pas de temps de glace sinon. C'est tough de développer un sport quand tu joues... C'est le problème. Fait que tu te bats un peu contre, le coût de l'équipement, 2, la possibilité de louer de la glace. Puis, quand tu peux louer la glace, ça coûte environ 500 $ de l'heure. Donc, c'est... Il y a quelqu'un qui veut pas que le hockey marche en Australie. Il va où l'argent? C'est qui fait du cash avec ça? Personne, au final, là, mais c'est... OK, fait, il y a beaucoup d'étapes, là. Ouais, il y a beaucoup... Déjà que c'est pas un sport qui est enraciné dans la culture, à la base. Non, c'est ça. Donc, c'est sûr, il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que c'est très difficile de développer le hockey, mais dans les dernières années, on peut voir quand même un gros développement au niveau des plus jeunes, beaucoup à cause, moi je dirais, la facilité à accéder aux vidéos sur YouTube et le NHL Network, le monde il se manque des passes, puis ils regardent ça là-dessus. Fait que ça fait en sorte que les jeunes, ils découvrent un peu le sport en regardant des vidéos, des choses comme ça, puis ils disent « Ah, moi ça m'intéresserait », puis là ils commencent à jouer. Puis de plus en plus, on essaie d'avoir des sponsors qui vont nous aider à développer le sport, mais t'as le footy, ce qu'ils appellent ici, le Australian Football, qui est immense. T'as le rugby qui est très, très important, puis le cricket aussi, qui est un sport très, très populaire. Donc, tu te bats contre des sports qui sont capables d'aller chercher beaucoup de financement. Puis le hockey qui est un peu... c'est un peu des mamans et papas qui essaient de développer le sport le plus possible. Des gens qui donnent de leur temps gratuitement pour développer ça. Sûrement des gens nord-américains, justement, qui arrivent avec cette... Ben, t'as des nord-américains, mais t'as aussi des locaux qui sont ici depuis plusieurs années, puis que là, finalement, ils voient un peu de lumière au bout du tunnel, puis qu'ils se disent, peut-être qu'on va avoir une chance de voir notre ligue, ou surtout l'équipe nationale, peut-être monter d'un niveau. Ce qu'ils ont fait il y a 2 ans, puis l'année dernière, ils ont perdu en finale. Je pense la 2B. Donc, ça se développe. C'est-tu majoritairement des Canadiens naturalisés? Ou... T'en as beaucoup. Ce qui sont en train un peu... Ça aussi, c'est une autre chose, d'essayer de changer, de forcer plus de joueurs locaux à être dans l'équipe nationale. Mais... non. Puis le problème, c'est ces joueurs-là qui vont au championnat canadien, les championnats mondiaux, les Australiens, il faut qu'ils payent pour jouer. C'est pas comme quand ils sont sur Team Canada ou peu importe une équipe. Tout est payé. Tout ça, les autres, les joueurs, ils payent de leur poche pour aller jouer. Donc, il y en a qui ils jouent pour le fun. Je te dirais, environ 5 des 10 meilleurs joueurs australiens peuvent pas se permettre d'aller au tournoi parce qu'ils travaillent ou ils ont des familles ou financièrement, c'est impossible. Donc, si un jour on est capable de payer pour ces joueurs-là qui puissent se rendre au tournoi, ça aiderait définitivement l'Australie à monter dans le classement. J'ai rencontré l'année dernière le président, qui est un Québécois aussi, de la Fédération française de hockey sur glace, puis ils sont dans le même bateau. C'est pas... Tu sais, pour le Canada, c'est garanti d'aller au championnat du monde, puis c'est comme facile, mais pour les autres pays, c'est comme une autre réalité. Ah, définitivement. Puis, tu parlais de champ des enfants, puis de l'Internet, puis de la culture du hockey. Est-ce qu'il y a eu une différence, y a-t-il une influence avec l'aspect Nathan Walker? C'est-à-dire que c'est l'exception à la règle. Le seul joueur australien, je pense, à avoir joué en Ligue nationale, si je me trompe pas. Australien, là, born and raised, vrai
pas quelqu'un qui a un passeport australien par hasard. Et donc, lui, il est né en Australie, il a comme grandi ici, il a joué ici. Je pense qu'à 16 ans, là, il a dû partir en République tchèque là, pour vraiment... En Slovaquie, je crois. Quoi? Je pense que c'est en Slovaquie. Mais en Slovaquie, bref, il a dû quitter pour vraiment là, aller dans un pays plus de hockey. Puis il a joué dans la Ligue nationale pour les Capitals. Il a été mis ses waivers, il a été pris par les Oilers. Il a été remis ses waivers, il a été repris par les Capitals. Puis il a gagné la Coupe Stanley, comme c'est le seul joueur australien qui gagne la Coupe Stanley. En plus, je veux dire, honnêtement, ça va pas arriver dans 2 jours. Là. Faut vraiment que j'espère que. Est-ce qu'il est revenu avec la coupe ici? Est-ce que. Non, je crois. Honnêtement, je sais pas. Parce que tu sais, t'as ta journée avec la coupe, là? Oui, t'as la journée avec la coupe. Je sais pas s'il est revenu en Australie. Ça prend une journée de revenir en Australie. Ouais, c'est ça le problème, c'est que ça prend 3 jours, pas une journée. Lui, il peut pas juste avoir une journée. Il faut au moins qu'il mette l'avion une journée. Il peut rester en Australie une journée, puis après ça revenir, ça va prendre une autre journée. Je suis parti le 10 de Montréal, je suis arrivé le 12. Ouais, c'est ça qui arrive. S'il y a une journée, là, il va la passer dans l'avion. Ben, c'est ça. Non, c'est ça qu'il y a eu un gros effet. Quand il a commencé à jouer dans la Ligue nationale, ça l'a comme je pense que c'est sûr que ça l'a aidé énormément les jeunes à découvrir un peu la Ligue. Côté publicité aussi pour la Ligue ici, ça a été un bon coup d'avoir un joueur qui joue dans la Ligue nationale. T'espères en voir plus, évidemment, mais je pense que c'est une question que nous, au Canada, tu as souvent des coachs qui vont être des anciens joueurs de la Ligue nationale. Tu as des coachs qui ont de l'expérience junior, puis qui ont fait des cours de psychologie. Tu as des coachs qui sont capables de développer les jeunes au niveau hockey, comparé à ici, qu'il n'y a pas vraiment personne avec les connaissances nécessaires d'aider à pousser les joueurs plus jeunes à devenir des petits détails qui font une grosse différence quand tu montes de niveau. Fait que c'est ça. D'après moi, c'est le gros problème, c'est qu'au niveau de l'éducation du hockey, il n'est pas là encore. Et toi, ton rôle dans tout ça, QN, toi? Fait que dans le fond, moi, mon but, c'est ça. En ce moment, c'est en ce moment, je coach une des équipes dans la Ligue nationale australienne. La Ligue dans laquelle tu as joué, là. Oui, exactement. Puis, on commence un programme aussi avec les plus jeunes, les jeunes environ entre 13 et 15 ans, pour power skating. On a trouvé une fille qui faisait du patinage artistique assez élevé en Finlande, qui s'est déplacée pour vivre à Melbourne. Donc, elle va apprendre les techniques de patin un peu aux jeunes, s'assurer que les jeunes ont des bonnes techniques, qu'ils apprennent à patiner comme il faut. Après ça, développer les skills individuels. Puis après ça, on va pouvoir commencer à bouger vers le collectif. Mais ça prend plusieurs personnes, c'est pas juste une personne. Donc, on essaie aussi de tranquillement pas vite d'associer les joueurs qui jouent dans notre équipe dans la ligue professionnelle, pas professionnelle, c'est semi-professionnel, mais dans notre équipe de la Ligue d'Australie, eux autres aussi d'essayer de commencer à s'impliquer un peu dans la communauté puis d'aider les jeunes avec des petites affaires comme ça. Puis on espère que ça soit un peu comme un cercle vicieux puis que ça se développe de plus en plus, que ça fasse un cercle vicieux positif. Ouais, exactement. Il y a combien d'équipes dans la Ligue australienne? T'en as 8. 2 à Melbourne, 2 à Sydney. Après ça, une à Canberra, Perth, Adelaide et Newcastle. Donc, vraiment les plus grosses villes. Les plus grosses villes, oui. Sur la seule place qu'il n'y en a pas, c'est à Brisbane, qui est la 3e plus grande ville en Australie. Il y en avait une avant, mais dû au climat là-bas, il fait 30-32 pendant l'hiver. Puis, c'est très, très humide. Il n'était pas capable de garder la glace avec une condition dont ils sont capables de jouer des matchs. La glace, ça fondait, puis il jouait, puis il y avait des trous dans la glace. Fait il a fallu qu'ils arrêtent. Après, je pense que ça doit faire 3 ou 4 ans qu'ils ont arrêté, mais ils peuvent pas se permettre d'avoir une équipe là. Puis à quoi tu comparais le calibre pour quelqu'un qui n'a jamais vu une game de la Ligue australienne? C'est très dur à dire parce qu'il y a tellement t'as tellement une grosse différence entre ta première et ta 3e, 4e ligne. Normalement, tu as 2 bonnes lignes. Je dirais peut-être un junior 3. Entre ton junior 3 et ton junior majeur. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été... je te dirais que j'ai vu ce calibre-là. Mais d'après moi, ça devrait être environ entre ces 2 niveaux-là, dans notre junior 3 et le junior majeur. Puis, y a-tu encore... Parce que c'est en Europe, il y a beaucoup d'écart entre les équipes. La meilleure équipe va être bonne, mais la dernière équipe va être catastrophique. C'est-tu aussi... L'année dernière, oui, on a eu ce problème-là. Il y avait une équipe je pense qu'ils ont gagné 4 matchs sur 28. Mais je pense que jusqu'à la toute fin, la première avait clinché beaucoup en avance, mais de 2 à 7, je pense qu'aux 4 derniers matchs, ça pouvait encore bouger. Donc la parité est quand même bonne dans la Ligue en général. OK. Puis c'est qui les grosses équipes de la Ligue australienne? Les clubs de Melbourne, en général, sont très bons.
Beaucoup de... La raison, c'est parce qu'on a un plus gros... Le fanbase est plus grand. Okay. L'aréna aide à attirer beaucoup de gens à l'aréna. Donc, ça aide le côté budget, à attirer des joueurs imports. Puis, tu as beaucoup de bons joueurs locaux qui résident à Melbourne. Après ça, tu as Canberra. Canberra, probablement un des plus gros budgets dans la ligue, si pas le plus gros budget. Perth ont un bon club normalement à chaque année aussi, où ce que Ben joue. Ah oui. Puis c'est pas mal. Ça s'interchange pas mal, pour être bien honnête. Là. Puis il y a combien de monde au game? Tu dis il y a des fans à Melbourne? Donc nous, mettons, si on joue l'autre club de Melbourne, ça va tout le temps être sold out. Puis c'est sold out, combien il y a de place dans l'arène? 2000 environ total. Puis chaque game sont sold out. Quand on joue contre l'autre club de Melbourne, ça va être 2000. C'est la rivalité. Là, ouais, exactement. Après ça, on a des événements comme des Pride Games puis des choses comme ça. On va avoir un 1500, 1200, 1500. Potentiellement, le Pride Game rempli à chaque année, donc tu vas te rapprocher du 2000. Des games sans nécessairement un gros événement ou quoi que ce soit, ça va plus être autour entre 600, 700 peut-être fans par match. Par match. Y a-tu les joueurs, comment ils trouvent ça? Est-ce qu'ils aiment l'ambiance? Y a-tu de l'ambiance? Trouves-tu qu'il y a pas assez d'ambiance? Comment ils trouvent ça, les joueurs? Ben, je pense qu'on se pose des questions. Ouais, non, je pense que les autres sont pas trop... ils ont jamais vraiment eu... payés pour jouer? Non, il n'y a aucun joueur qui est payé. Ils ont des on pourrait appeler ça des bénéfices, peut-être, des côté équipement. Faut pas qu'ils payent leur équipement, quand même. Ils vont bien capoter. Ils payent pas leur équipement, mais l'équipe peuvent les aider, mais dis-toi qu'ils jouent juste 4 mois par année. Donc, l'équipement, ils n'ont pas besoin de la changer très souvent. Ouais. Mais les joueurs imports doivent être payés. Non, les joueurs imports, non, il n'y aurait aucun salaire. Tu n'as pas le droit de payer de salaire. Mais tu as les vols d'avion, tout ce qui est appartement, auto, visa. En fond, les joueurs importés ont toutes leurs dépenses payées. Mais ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas de salaire. L'équipe, souvent, peut aider à trouver un emploi. Qu'est-ce qu'il fait Benjamin à Perth? Lui, ce serait trouver un emploi parce que lui, il réside là-bas à l'année longue. Ouais. Donc, lui, il y aurait un emploi dans le fond à l'année. Parce qu'il sait qu'il y a un camp de hockey aussi. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Fait que donc, lui, j'imagine, je peux pas dire exactement son revenu. Je sais, mais dans le sens que qu'est-ce que tu fais tes journées, d'une certaine manière? Ouais, non, lui, il est établi à Perth, donc il travaille pour il a sa job, puis il y a le camp, comme tu dis, le camp de hockey qui a développé là-bas. Mais les joueurs imports, c'est un peu similaire, mais parce qu'ils sont ici pour, je dirais, 4 à 5 mois, c'est plus une expérience qu'ils viennent vivre. Dans le fond, ils se font payer un peu toutes leurs dépenses, ils travaillent. Ton salaire minimum, je pense, c'est environ 20-22 $ de l'heure. Mais ils n'ont aucune dépense à payer. Ils utilisent cet argent-là pour voyager à travers la saison. Donc, nous, on joue, ça dépend des clubs, mais nous, ce qu'on offre, c'est, si on joue samedi, dimanche à Sydney, par exemple, le joueur, on lui offre de déplacer son vol de retour au jeudi. On aurait pratique mardi, jeudi. Le jeudi matin, il pourrait revenir à Melbourne, mais ça lui donne 3-4 jours pour visiter Sydney, dans le fond. Donc c'est plus un... Il utilise le hockey comme un véhicule pour une expérience en Australie. Ouais. Puis il y a combien de games par année? 28 saisons, puis après ça, c'est une game demi-finale, une game finale. Oh, ça va pas, c'est pas long, là. Non. Il n'y a pas de 4 de 7 en Australie. Non, c'est ça. Visiblement. Fait que là, quand t'es arrivé, t'étais coach. Quand je suis arrivé, j'ai joué. J'ai commencé à coacher, un petit peu coaché, ouais. Assistant coach, puis là, t'es comme devenu joueur parce qu'il manquait un import. Ouais. Puis t'as-tu joué toute la saison, finalement? Ouais, j'ai joué toute la saison. Puis après la fin de la saison, j'ai eu 2 opérations à la hanche, puis une au dos. Puis, après cette saison-là? Non, je l'avais eu quand je jouais après mes années universitaires. OK. Puis j'avais dit c'était assez. Après ça, j'aimerais être capable d'un jour jouer avec mes enfants dans la rue, puis des choses comme ça. Fait que j'ai dit j'aurais pu, c'est fini. Puis ils m'ont offert le poste pour devenir entraîneur la saison d'après. Puis j'ai accepté. Donc la saison d'après, tu es devenu coach? Oui. Coach en chef de l'équipe? Oui. Puis là, en ce moment, est-ce que c'est ça que tu es encore? Oui, c'est ça que je suis encore cette année. Donc je l'ai fait l'année dernière. Puis cette saison encore, je vais être coach de l'équipe cette saison encore. Puis après ça, on va voir pour... il m'avait demandé au moins 2 ans, puis on va voir après ça ce qu'on décide. Fait que les joueurs sont pas payés, mais les coachs sont payés? Pas un gros salaire. Tu vis pas de ça. Là. C'est symbolique. C'est ça. C'est plus non, c'est ça. C'est pas, tu le fais pas pour l'argent, tu le fais parce que t'aimes le hockey, puis on a un bon groupe de gars, puis j'aime ça, puis j'aimerais ça, contribuer un peu au développement du sport en Australie. Puis ici, là, où est-ce que je suis venu te rejoindre, c'est ton day job, c'est ça? Oui, ça c'est là que je fais de l'argent. Ouais, c'est ma vraie job. C'est ton métier qui te permet
faire les folies que sont le hockey dans tes temps libres. Ouais, exactement. Fait que c'est quoi que tu fais comme... Je travaille dans le Fund Services, donc un peu les finances dans le fond. OK. L'Australie est beaucoup... donc, disons comme on a les REER au Québec. Ouais. Ici, tu es obligé de mettre 9%, c'est pas une option. 9% de ton salaire est pris automatiquement de chaque paycheck, mis dans des fonds. Donc, tu es obligé chaque année de mettre un 9% dans un fonds. C'est comme une de bonne retraite. chose, j'imagine. C'est une très bonne chose. Je pense que ça force la population à préparer un peu pour leur retraite, mais aussi à faire un peu attention. Souvent, ça arrive, tu vois beaucoup de gens qui dépensent tout leur argent puis arrivent à la retraite qui n'ont plus d'argent. Ben ici, le monde sont obligés de contribuer, dans le fond, eux-mêmes à leur fonds de pension. Puis, tu as ça qui crée des très, très gros fonds. Puis, tu as aussi beaucoup de gens... Il y a beaucoup de tax break quand tu crées ton propre fonds de REER, un peu, là. Ton propre fonds. Donc, les gens inscrits, les gens qui ont beaucoup d'argent, ça crée des fonds eux-mêmes. Puis ils investissent leur argent. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'on travaille pour on fait toute l'administration de ces fonds-là pour des compagnies comme UBS. Je vais te donner des noms, BNP, tu sais, des grosses compagnies, dans le fond, qui ont des fonds de plusieurs milliards. Puis nous, on fait ça, dans le fond. OK, non pas pour des particuliers, plus pour des... Non, on fait rien pour les particuliers. Eux, ils gèrent des particuliers. Nous, on gère juste le gros, plus le wholesale, le côté wholesale de la chose. OK. T'aimes ça? Oui, non, c'est bien. J'ai rencontré la madame qui a commencé la compagnie, je pense, il y a 10 ans. C'est une Canadienne qui vient de Sherbrooke. Puis je l'ai rencontrée par hasard. Puis je me cherchais un emploi. Oui, elle parle français aussi. Puis non, on s'est rencontrés, puis jase, parle. Le lundi d'après, elle m'offrait une job, puis j'ai accepté. Puis ça va faire 9 mois bientôt que je suis ici. Puis non, j'apprécie, c'est une très belle OK, mais avant ça, t'étais-tu à un autre job ici? J'ai pas eu mon visa. Dans le fond, avant que j'ai mon visa, ça a pris 8-9 mois parce que on l'a fait, à place de prendre avec un immigration lawyer, on l'a fait nous-mêmes. Puis il y avait des petits détails qui buggaient. Tu le ferais-tu différemment? Ben, ça aurait probablement pris 1 mois si je l'avais fait un peu. Aujourd'hui, avec ce que je sais, ça m'aurait probablement pris 1 mois avoir le visa. Ou j'aurais probablement appliqué pour le premier visa, qui est un visa en étant canadien. On peut avoir un visa pendant, je pense, 1 an de travail. Ouais. J'aurais appliqué pour l'autre en attendant que celui-là arrive. Mais je regarde aujourd'hui, je travaille 12 heures par jour. Je me dis, j'apprécie le fait que j'avais des journées pour voyager. J'ai quasiment fait toutes les villes en Australie, sauf à quelques endroits dans les territoires du Nord. Ouais. Ça m'a permis la chance vraiment de voyager en Australie. Donc, oui, ça a été long un peu par bout, mais j'ai vraiment apprécié. Ta sœur de blonde travaillait-tu? Ma blonde travaillait pour l'équipe, le cricket, l'organisation de Cricket Australia. Donc, elle a voyagé aussi, beaucoup. Donc, moi, disons, elle partait pendant 7-8 jours à Perth. J'allais avec elle. Puis l'hôtel, tout était payé. Puis moi, je faisais mes affaires pendant qu'elle travaillait. Puis après ça, souvent, j'allais à un autre endroit. Puis je revenais la rejoindre après ça à Melbourne. C'est quoi tes spots préférés, carrément, que tu as vus en Australie, là, carrément, vu que tu as pratiquement fait le tour? Hein? Ouais, ben moi, j'ai l'Est, le Gold Coast. Il est vraiment magnifique. Là, si tu vas... pas nécessairement à Brisbane est plus haut, mais si tu vas genre Noosa, pis ces endroits-là, c'est magnifique. Perth, c'est très beau. C'est très beau aussi. C'est un peu exclu, donc c'est plus difficile de rendre, mais c'est une très belle ville. Puis moi, j'aime bien le vin. Puis à Adelaide, t'as du vin incroyable. C'est une région viticole là, qui est connue pour ça. Exactement. Fait que je suis resté à peu près 10 jours à Adelaide. Puis je vais visiter 4-5 vignobles, là, des journées complètes tu fais des tours de vignobles là, qui sont offerts. Puis c'est magnifique, là, la région, tout est naturel, puis le vin est exceptionnel. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Adelaide. Il y a beaucoup de beaux... C'est très différent. Tu vas à Adelaide, puis tu vas à Noosa, t'as l'impression d'être dans un paradis, puis tout ça, t'as du sable à perte de vue. Puis l'autre, c'est plus une grosse ville avec des vignobles, un vin quand même corsé. Donc, c'est fou un peu, en Australie, comment tu peux avoir un petit peu de tout. Donc, non, il y a un petit peu de tout dépendant de ce que t'aimes, mais non, je pense que ces 3 villes-là, Noosa exactement pour la plage, après ça, Adelaide pour le vin, puis Perth beaucoup. Mais pour vivre, je pense que Melbourne, ça reste mon choix préféré. T'as-tu été, tout le monde parle beaucoup des Whitsundays? Les Whitsundays, c'est encore plus haut sur la... J'ai pas encore été, mais non, c'est... il paraît que c'est magnifique. C'est un peu comme c'est tropical, c'est très tropical. Ouais. C'est
sable blanc. C'est un peu comme les Québécois vont à Cuba, ben les Australiens ils restent dans leur pays puis ils vont dans les Whitsundays justement C'est pour ton prochaine destination vacances. Ouais, il faudrait le faire quand je vais avoir un petit peu de congé là, on va y penser. Tu peux y aller pour 4-5 jours d'ici là, c'est pas super cher les vols d'avion, fait qu'on va y penser. Quand t'as un enfant ici en Australie, il est pas automatiquement australien, ça se peut-tu quand il est de naissance? Oui, tu vas avoir automatiquement le passeport. Pour vrai? Ouais. T'es sûr? Ouais. Ça, c'est pas ta blonde, elle est australienne. Normalement, une Nouvelle-Zélandaise. Ma soeur est canadienne, puis son enfant, il va naître ici. Mais elle m'expliquait qu'il est pas, ses parents sont canadiens, puis elle est sur un visa de. Ah, c'est ça. Peut-être parce que. Étudiante. Ah, oui, non, pas ça, ok. C'est parce que moi, je suis sur le type de visa, probablement, que j'ai, c'est différent. Puis, peut-être raison, peut-être parce que ma copine est de la Nouvelle-Zélande. Parce que, oui, s'il y a un donne le passeport ouais. néo-zélandais, ben là, c'est peut-être pratiquement similaire. Ouais, non, ben, dans le fond, tu peux choisir. Je pense que tu peux choisir s'il naît en Australie. Puis, c'est aussi bien d'avoir l'Australien que le Nouveau-Zélandais. Le Nouveau-Zélandais, je veux dire, c'est un pays incroyable, mais beaucoup plus petit. Ben oui, c'est sûr, mais côté opportunité, pour travailler peut-être plus. Ouais, en Australie, c'est plus intéressant. Tu connais-tu le groupe Flight of the Concorde? Ça dit quelque chose? Oui, je sais quoi. Groupe australien. Ouais. Non, néo-zélandais, excuse. Ouais. D'humoriste. Ouais. C'est tout ce que j'allais dire. Je vais te parler un peu parce que avant on a commencé avec l'Australie parce que c'était comme inévitable, mais t'as fait d'autres choses avant. T'as joué quand même junior 3A, junior majeur, puis t'as aussi joué universitaire canadien, mais c'est un peu méconnu, je trouve, l'universitaire canadien comme ligue. Ben là, de moins en moins, là, c'est de plus en plus connu, puis tant mieux. Mais t'as quand même joué à McGill, puis tu faisais-tu partie de l'équipe qui a gagné le championnat? Oui, l'année que j'ai gradué, c'est l'année que McGill a gagné le championnat canadien. Je pense que la game était même diffusée à la télé. Ouais, les finales, en vérité, l'année d'avant, on avait perdu en finale des championnats canadiens. Puis, contre qui? Contre UNB. Qui est Nouveau-Brunswick. UNB. L'Université du Nouveau-Brunswick? Oui, qui ont un très bon programme de hockey. Je connais l'Université de Moncton, mais je ne connaissais pas l'Université du Nouveau-Brunswick. Oui, UNB, c'est probablement le meilleur programme que tu regardes dans les derniers 10 ans au Canada, côté hockey masculin. Oui. Plus que les universités en Ontario? Ouais, je dirais que McGill, normalement, c'est la meilleure, côté la Ligue d'Ontario, parce que la Ligue d'Ontario inclut les universités au Québec comme Concordia, McGill et UQTR. OK. Donc j'ai joué à McGill, puis on avait perdu ma 3e année universitaire, on avait perdu en finale du championnat canadien. Puis l'année d'après, on a gagné en finale contre c'était Western University, donc une université en Ontario. Ouais. Non, c'était vraiment une expérience. Je pense que c'est vraiment le plus beau souvenir que j'ai eu de ma vie. Je pense que tu passes 4 ans à l'université avec les mêmes gars. Tu développes des amitiés qui sont très difficiles à oublier. Je pense que c'est un peu c'est ça. C'est vraiment un feeling spécial parce que c'est comme si tu grandis ensemble puis ça prend longtemps puis finalement t'accomplis quelque chose d'exceptionnel. Puis c'est la première fois, je pense que c'est 133 ans que McGill gagnait. Oh. Puis non, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Puis j'ai été chanceux, j'ai été capable de sortir de là avec un contrat professionnel après. Donc ça t'a aidé le championnat? Ouais, c'est sûr, définitivement. Je pense que j'ai été chanceux de jouer avec des très bons joueurs. Puis tu parais toujours un peu mieux quand tu joues avec des joueurs. On a des joueurs comme Marc-André Darion, Francis Veropol, puis Carl Roper. Ils ont eu des tryouts professionnels après. Oui. Veropol, je pense qu'il a joué quelques matchs de la Ligue américaine. Marc-André Darion a choisi l'Europe, mais je pense qu'il joue encore dans la Ligue en Autriche, qui est une ligue très très forte. Donc c'est tous des joueurs qui ont encore des très bonnes carrières professionnelles au niveau hockey. Mais c'est sûr que je pense que quand on se parle encore quand même souvent, on se rappelle toujours du moment qu'on a gagné le championnat canadien puis les universités. Je pense que dans la game de la finale, je pense qu'il y a un début qui avait été compté par Nicolas Bignac, si je ne me trompe pas. Oui. Nicolas Bignac, il a scoré un but, que je connais, qui a parti son entreprise, que tu as sûrement vu sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai vu ça. Biner Training. Ouais. Quand tu es à 40, je pense que tu peux voir, il y a un local, je pense. Ah ouais? Qui donne sur l'autoroute. Non, je sais qu'il a parti ça après que je sois déménagé en Australie, mais je sais que ça a l'air de faire très très bien, puis non, je suis content pour lui. Toi, au niveau joueur professionnel, dans le fond, après universitaire, tu as dit c'est là que j'essaie ma chance, puis tu as été East Coast, je pense? Non, j'étais très chanceux. J'étais chanceux parce que on a gagné le championnat canadien, puis je pense que le lendemain matin, j'avais des offres pour des contrats de la Ligue américaine. One way? Oui. Juste la Ligue américaine? Oui. Donc, j'ai signé un contrat de 2 ans avec le club école du Lightning One Way dans la Ligue américaine.
Ma première année, quand je suis sorti de l'universitaire, j'avais mal un peu à la hanche, puis je suis allé faire des tests, puis j'ai été obligé de me faire opérer à la hanche. Donc, je suis revenu, j'ai recommencé à patiner dans le fond au début du camp d'entraînement, puis c'était l'année du lockout en plus. Oh! Tous les bons joueurs redescendent. Tout le monde est dans la Ligue américaine. Donc, je pense que j'étais le dernier coupé après le camp de la Ligue américaine. J'ai été joué dans la East Coast 2 matchs, puis j'ai recommencé à avoir mal. J'allais voir le docteur, puis là, j'avais besoin de me faire opérer au dos. Donc, je me suis opéré au dos pendant, ça a pris 3 mois et demi de convalescence. Tu fais rien, là? Non, je fais pas faire grand-chose. Ben, le dernier mois, oui, tu te remets en forme puis tu te réentraînes. Mais non, ça a été un bon 3 mois à rien faire. Je suis revenu au jeu. J'ai joué 2 matchs. Je me suis fait call up dans la Ligue américaine. Puis après ça, j'avais encore mal à la hanche avant de repartir parce que le club de la East Coast était en Floride. Avant de repartir pour le club de la Ligue américaine, je suis allé faire d'autres tests. Il fallait que je me fasse réopérer encore la hanche. C'est fun. Donc, ma première année de contrat, je l'ai passé sur une table d'opération à faire opérer. Puis après ça, ma deuxième année dans la Ligue américaine, j'ai joué dans l'américaine la majorité des matchs. Puis une trentaine de games, je pense? Ouais, je suis autour de ça, 30-40 games, là, je sais pas exactement le nombre. Puis après ça, j'ai fini la saison, les 5-6 derniers matchs dans la East Coast. Puis moi, j'avais déjà commencé mon MBA, donc à partir de là, j'avais pas un intérêt vraiment pour rester à faire l'aller-retour entre la Ligue américaine et la East Coast. Donc, je suis parti pour jouer en Angleterre une saison. Puis après ça, j'ai joué une autre saison en France. Là, t'étais-tu physiquement plus apte? Je veux dire, oui. Je veux dire, j'ai pas à me plaindre. Là. C'est sûr que une fois que tu te fais opérer 3 fois en 9 mois, c'est dur de... Tu reviens jamais comme avant. Okay. Mais non, j'avais tout repris, tout était correct. Je m'étais entraîné. L'été en partie en Angleterre, je m'étais bien entraîné. J'avais pas de douleur. C'était comment l'expérience en Angleterre, Nottingham? J'ai bien aimé, c'est une super belle ville. C'est une très bonne équipe pour jouer pro. Je pense qu'il y a probablement la plus belle arena en Angleterre. Puis ma copine est venue avec moi. Donc, on a eu vraiment une belle expérience. On a voyagé à la fin de la saison pendant un bon mois et demi au Portugal puis en Espagne. Y arrivait-tu des affaires dans cette ligue-là? Tu te dis, mon Dieu, des affaires qui sont arrivées, tu te dis, Colin, je n'aurais jamais vu ça. Non, c'est très. Le hockey en Angleterre est très similaire du hockey en Amérique du Nord. C'est assez rude, apparemment. Ouais. Beaucoup de batailles. Ouais, un peu comme partout en Amérique du Nord, ça diminue. C'est ça, mais en Europe, c'est plus rare. Hein. Ouais, en Europe, c'est très, très, très rare. C'est probablement la seule ligue, peut-être avec la DEL en Allemagne, qui a des batailles, mais sinon, c'est probablement la seule ligue en Europe que c'est commun de voir une bataille. Est-ce que tu savais que Théorène Fleury a déjà joué dans la ligue en Angleterre? Non. Quand il était retraité, il était allé jouer là-bas. Je sais pas pourquoi. Après une couple d'années de retraite. Puis il avait détesté. Il disait que c'est les pires arbitres qu'il a vu de sa vie, mais tu sais, il arrivait avec naissance. Non, c'est sûr. L'Angleterre, non, les arbitres étaient pas exceptionnels. Mais c'est un pays qui se développe encore. Je pense que là, ils ont gagné l'année dernière, puis ils viennent de rentrer dans le pool mondial. Ah ouais. Donc, ils vont jouer contre le Canada puis tout ça, potentiellement. Ils ont un gars qui a été repêché. Oui, il commence à avoir des bons. Ouais, un jeune qui a été repêché il y a 2 ans ou 1 an, ouais. Mais il commence même à faire un peu, mettons, l'Australie fois 100, là. Ils sont beaucoup développés. Ouais. Puis ils commencent à faire sentir leur présence sur la scène mondiale. Puis là, après ça, tu as quand même été en France? J'étais à Lyon pour une saison. Et là, Nicolas Bignac, il a joué là aussi? Il était plus là? Lui, il était là avant moi. Okay. Il a joué là les années, je pense les 2 ou 3 ans avant que moi je sois allé. OK. Tu avais-tu parlé? C'est pour ça que tu allais là? Ouais, non, c'est pas pour ça, mais oui, c'est sûr que j'y ai parlé avant de me rendre, savoir comment il avait aimé l'équipe, la ville, puis tout ça. Puis Lyon, c'est vraiment une ville magnifique, là, c'est vraiment... Je savais que j'étais à la fin de ma carrière, je voulais jouer une dernière année. Puis c'était un bel endroit pour que j'ai vraiment une belle expérience, puis c'était une belle ville pour finir. Avais-tu fini ton... Je finissais mon MBA. Fait que tu faisais tout ça en même temps, tout le temps. Je faisais tout ça en même temps, oui. Puis, fait que tes journées, pendant que le monde travaillait, toi, t'étudiais ou? Fait que, nous, on avait une pratique disons, le matin, on pratiquait je pense que quand j'étais à Lyon, c'était environ de 8h à midi, qu'on était à la patinoire, peu importe. Ben, moi, je revenais, je prenais mon lunch, puis après ça, j'essayais d'étudier un peu comme des journées comme si c'était à l'université. Étudier en revenant de 1h à 6-7h le soir, là, peu importe. Me donner un peu comme une routine qui me permettait de finir mon MBA quand je le voulais. Puis tu l'as fait où, ton MBA?
C'est avec l'université en Floride, dans le fond. J'ai commencé parce que j'étais en Ligue américaine, puis tu avais une grande partie de ton MBA qui pouvait être sponsoré par la Ligue. OK. Donc, je l'ai commencé à ce moment-là, puis non, c'est ça. J'ai fait les cours là, puis dans le fond, tu peux faire la majorité en ligne, puis après ça, tu dois finir avec ta thèse, puis... C'est après ça que là, l'Australie est rentrée, puis que le stage a commencé, tout ça. Ouais, exact. Ah, cool. Écoute, ça fait déjà presque une heure qu'on jase. Puis je voulais juste savoir avec alors qu'on conclut, quoi puis pourquoi. Non, c'est pas vrai. Non, j'allais dire qu'est-ce qui t'attend pour je veux dire, le futur, c'est quoi? Est-ce que tu veux rester en Australie? C'est quoi un peu avec la Ligue australienne? C'est comment tu vois, dans le fond, tes prochaines années, là, c'est-à-dire avec, puis en plus, t'as une comédie ici, donc c'est un peu au moment de faire des choix, là, j'imagine. Comment tu vois ça pour les, mettons, 5 prochaines années? Ouais, 5 prochaines années, hein, c'est sûr que... C'est long, ça, 5? Ouais, 5, c'est un gros range. Je pense qu'en ce moment, côté carrière, ça va très bien ici. J'aimerais continuer à pousser, le plus possible, monter dans les rangs un peu côté finance. Souvent, c'est comme ça, tu veux monter le plus possible. Trouver vraiment une spécialité qui m'intéresse, puis que j'aimerais continuer ma carrière à long terme dedans. Côté hockey, je pense que un peu continuer le chemin qu'on est en train de déplacer avec l'équipe ici, avec les Mustangs. Développer des programmes pour les jeunes, majoritairement. Parce qu'on se rend compte, tu peux expliquer à une personne de 20-25 ans, mais quand le jeune va revenir dans la roue un peu, après ça, quand ils vont monter à 18-19 ans, il va falloir que tu réexpliques les mêmes problèmes, que tu réexpliques les mêmes techniques. Fait que j'aimerais mieux, en ce moment, ce qu'on essaie de développer, c'est avec les jeunes. Donc, j'aimerais ça développer quelque chose qui est sustainable à long terme, puis d'avoir un peu de mettre en place des programmes qui font en sorte que si demain matin je suis pas là, ben le programme fonctionne aussi bien ou même mieux. J'aimerais ça un peu que ce soit un peu comme commencer un peu le hockey qui devient plus populaire en Australie, donner une chance aux jeunes de s'améliorer rapidement, d'avoir l'éducation un peu, une chance d'apprendre un peu de la même façon qu'on apprend en Amérique du Nord, comment jouer au hockey puis des choses comme ça. J'aimerais jouer un rôle dans l'implantation de la culture du hockey ici. Exactement. J'aimerais ça aider à développer, puis je pense que côté financier, il y a beaucoup de gens très financièrement très très confortables en Australie, d'essayer d'aller chercher de l'argent, de joindre les gens un peu à un objectif de développer le hockey. Il y a beaucoup de Nord-Américains, comme j'ai dit avant, essayer un peu comme de trouver un peu une voie de les forcer, pas les forcer, mais un peu de les joindre à un objectif de développer le hockey en Australie. Donc, puis, comme je dis, le but, c'est pas non plus que ce soit un one-off. J'aimerais que ce soit quelque chose qui continue à long terme, puis que dans 20-30 ans, on se dit, hey, le hockey en Australie, c'est bon. Ouais, c'est mieux que ce que ça Exactement. fait du chemin. Est-ce que tu penses au Canada des fois? Tu te dis, c'est sûr, je reviens un moment donné. Est-ce que tu sais qu'il y a une date limite à l'Australie? Une date? Non, on s'est pas fixé une date. Je pense qu'en ce moment, on vit sans dire au jour le jour, peut-être plus au mois le mois. Je pense qu'on apprécie l'expérience, puis mais c'est sûr que là, on commence à penser peut-être à fonder une famille un jour, puis des choses comme ça. Donc, c'est sûr que tu te dis, est-ce qu'on veut fonder une famille avec très peu de familles proches autour? Je pense que sa famille, elle est en Nouvelle-Zélande. Ma famille, à moi, est majoritairement au Canada. Vous êtes comme condamné à ce qu'une des deux familles soit à l'autre bout du monde. Non, t'as bien raison. Vous alliez en Europe, comme ça, tout le monde serait malheureux égal. Ouais, c'est ça. Tout le monde va être fâché après nous autres. Non, j'aimerais ça. C'est sûr que des fois, j'aimerais ça revenir au Canada, aller skier, aller jouer au hockey dehors sur le lac, des choses comme ça. Quand t'es au Canada, je pense 24/24, t'es tanné du froid. Mais quand t'es en Australie pendant l'été puis qu'il fait 45, des fois tu te dis, ça me dérangerait pas d'aller une petite journée de ski en ce moment, là. Qu'est-ce qui te manque le plus du Québec ou du Canada? Ma famille et mes amis. Je pense que c'est surtout ça. Souvent, c'est pas nécessairement l'endroit, c'est plus les gens qui te manquent. Donc non, c'est sûr que pour la famille, amis, j'aimerais ça revenir. Tu sais, j'ai des neveux, là, puis ma soeur était due hier, en vérité, là. C'est drôle, la mienne est due aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Non, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, la famille, je pense que la famille et les amis, c'est vraiment ce qui te manque quand t'es dans un endroit qui est aussi loin que l'Australie. Mais non, j'apprécie chaque moment que j'ai en ce moment. Est-ce que ta blonde est ouverte à retourner au Canada éventuellement? Ou comme là, on va s'éloigner de ma famille? Non, les deux, on est ouverts, honnêtement. C'est un sujet de débat extrêmement chaud. Ouais, c'est ça, là, t'es en train de me mettre dans le trou un peu, là. Non, ben là, elle parle un peu français, c'est vrai. Ouais, elle parle français, donc... C'est sûr qu'elle écoute pas ça, c'est sûr. Je vais m'assurer qu'elle l'écoute pas, sinon... C'est même pas que ça existe, ce podcast-là.
Mais non, elle est ouverte à retourner au Canada. Ouais, on ferme pas de porte à aucune opportunité. Ouais. Je pense on va voir aussi avec les côtés carrière là, ce qui s'ouvre au Canada ou peut-être même aux États-Unis, là, dépendamment. Moi, ma sœur est en Floride parce que son copain travaille là. Donc, tu sais, peut-être un jour la Floride serait une autre opportunité ou quelque part aux États-Unis. Mais je peux pas être bien plus loin que l'Australie. Non. Non, parce que si tu vas plus loin, tu te rapproches. Ouais, la Terre est ronde, hein. Fait que là, t'es littéralement le plus loin possible. Exactement. Fait que, non, on va voir, mais je pense que pour l'instant, on apprécie l'Australie. Maxime, merci beaucoup de nous avoir reçus dans ce bureau de conférence à Melbourne. Merci, bonne chance pour le développement du hockey en Australie. Si c'est pas des Canadiens qui le font, je sais pas qui va le faire. Fait que merci, puis bonne chance, puis merci d'être venu au podcast. Merci, fait plaisir. Merci énormément à Maxime de m'avoir reçu comme ça à l'improviste, d'avoir trouvé une salle au bureau, d'être resté après la job. C'est vraiment gentil, j'apprécie sincèrement. Mini correctif, à un moment donné, je fais référence au groupe néo-zélandais Flight of the Conchords, que j'adore puis que je suggère à tout le monde. J'ai dit Concorde, non, c'est Conchords, il y a un S à la fin. Genre de petits détails dont tout le monde se crisse. Moi, ça me rend folingue! Donc, je le mentionne. Je dédie évidemment l'épisode à la mémoire d'Henri Richard. Allez faire un tour sur YouTube, la suggestion que je vous ai fait si vous avez la chance. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison régulière de Dressel Tape. Avec qui? Surprise, hein, qui est pas bien.